Que se passe-t-il au Venezuela? L'administration Trump a décidé d'enlever le président vénézuélien et il se trouve maintenant aux États-Unis. Mais il ne semble pas qu'il puisse réellement changer tout le gouvernement au Venezuela. Quelle est votre compréhension de la situation là-bas en ce qui concerne le Venezuela? Eh bien, je suppose qu'il faut envisager la question dans la perspective la plus large possible. Trump ne cesse d'invoquer la doctrine Monroe en disant que c'est notre sphère d'influence. Et le rapport sur la sécurité nationale publié le mois dernier continue d'affirmer que nous allons considérer le monde en termes de sphère d'influence. Et Trump dit que le Venezuela fait partie de l'Amérique latine. C'est notre sphère d'influence, elle nous appartient. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que notre sphère d'influence est en réalité le monde entier. Notre sphère d'influence s'étend aussi à la mer de Chine méridionale, où nous bloquons les relations de la Chine avec Taïwan et interférons dans ses relations avec le Japon et les Philippines. Notre sphère d'influence se trouve en Ukraine, à la frontière de la Russie. Ainsi, la Chine n'a pas vraiment sa propre sphère d'influence, pas plus que la Russie, ni aucun autre pays. Lorsqu'il dit que l'Amérique latine est notre sphère d'influence, il veut dire qu'aucun autre pays ne doit avoir de sphère d'influence ailleurs qui pourrait menacer la politique des États-Unis. La question essentielle est donc, quelle est cette politique qu'il applique au Venezuela? Évidemment, dans le cas du Venezuela, tout tourne autour du pétrole, car c'est pratiquement tout ce que le pays possède aujourd'hui. J'aimerais souligner, comme je l'ai évoqué avec Richard, quels en sont les éléments clés. J'identifie 5 éléments de l'ordre fondés sur des règles selon les États-Unis. Quelles sont donc ces règles dont il ne cesse de parler? Ce que montre le Venezuela, c'est que le contrôle du pétrole mondial constitue l'élément le plus important dans l'effort américain pour dominer d'autres pays. Parce que, comme nous l'avons dit la semaine dernière et je crois aussi la semaine précédente, si vous pouvez contrôler le commerce du pétrole, alors vous êtes en mesure de perturber les économies d'autres pays en leur imposant des sanctions. Vous pouvez faire à n'importe quelle autre économie, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Europe, exactement ce que l'Amérique a fait à l'Allemagne et à l'Union européenne lorsqu'elle a détruit le gazoduc Nord Stream et lorsqu'elle a dit à l'Allemagne, eh bien, même si une partie de Nord Stream 2 fonctionne encore, ne commercez pas avec la Russie. Nous imposons des sanctions sur le commerce. C'est le premier point où l'ordre fondé sur les règles des États-Unis est exactement l'opposé du droit international et des règles des Nations Unies mises en place en 1945. Chaque pays est censé avoir le droit souverain de faire ce qu'il veut, de commercer à Et lorsque les États-Unis ont fait pression pour le libre-échange et l'absence de contrôle sur le commerce, ils cherchaient en réalité à démanteler l'Empire britannique, la zone sterling, et à permettre à l'Inde, aux autres colonies, à l'Argentine et à d'autres pays qui avaient accumulé des réserves pendant la Seconde Guerre mondiale et disposaient de liquidités, de s'émanciper. Comment les rendre libres de commercer avec les États-Unis plutôt que de limiter leurs dépenses de ces réserves en Grande-Bretagne, comme le prévoyaient les anciennes règles? Eh bien, aujourd'hui, les États-Unis n'enregistrent plus d'excédent commercial dans les produits industriels. Ils n'ont plus la puissance industrielle et économique qu'ils possédaient en 1945. Bien au contraire. Ils sont devenus dépendants d'autres pays, la Chine, mais aussi d'autres, pour leurs produits manufacturés. Et il est devenu un débiteur international, ce qui a rendu d'autres pays réticents à continuer de recycler leurs excédents de balance des paiements dans le dollar. Ainsi, les États-Unis disent en substance, nous avons un privilège unique. Nous pouvons tout contrôler,
ce que font les autres pays avec leur pétrole, à qui ils peuvent exporter, de qui ils peuvent importer. Et nous pouvons dire, vous ne pouvez pas exporter vers certains pays. Vous ne pouvez pas exporter vers la Chine, ni vers des pays qui ne suivent pas les politiques américaines. Et vous ne pouvez acheter qu'à des producteurs de pétrole appartenant à l'orbite américaine. Vous ne pouvez pas acheter à la Russie, ni à l'Iran, et désormais pas non plus au Venezuela, sauf si c'est par notre intermédiaire. Ainsi, ce que Trump a fait, c'est dire, dorénavant, toutes les exportations de pétrole vénézuélien, même si à destinées en fin de compte à la Chine, sont envoyées aux États-Unis, en Floride. Il va décharger le pétrole, le placer dans la réserve américaine, et ensuite, les États-Unis, au nom du Venezuela, prendront leur part pour cela. Il a dit que tout cela représente probablement $1 billion que nous avons dépensés ou que nous dépenserons pour des navires de guerre tout autour du Venezuela. Tout cela constitue notre coût pour aider le Venezuela à exporter du pétrole selon les termes américains. Donc, nous allons nous rembourser nous-mêmes le coût de la guerre contre le Venezuela, tout comme nous l'avons fait avec l'Irak. Et lors de son premier mandat, le président Trump a dit « Eh bien, vous savez, nous allons prendre le pétrole de l'Irak jusqu'à ce que nous soyons entièrement remboursés de tout cela. Le coût de l'invasion de l'Irak pour le sauver de Saddam Hussein. » Le deuxième élément de ce contrôle américain sur le commerce du pétrole, tel qu'il s'applique à nouveau au Venezuela, est que le commerce du pétrole doit être libellé en dollars et que le pétrole doit être payé en dollars américains. Tout cela découle du principe que les États-Unis ont imposé aux pays de l'OPEP en 1974. Lorsque l'OPEP a quadruplé le prix du pétrole, les États-Unis ont déclaré, enfin, le département du Trésor et le département d'État, sous Kissinger, ont déclaré que les pays producteurs pouvaient fixer le prix qu'ils voulaient pour le pétrole. L'Amérique n'a pas besoin de posséder les ressources pétrolières d'autres pays pour contrôler le commerce du pétrole. Il lui suffit de contrôler la commercialisation, les arrangements et la gestion des excédents commerciaux réalisés par les exportateurs de pétrole. Eh bien, les États-Unis ont dit, vous savez bien sûr que vous pouvez prendre le contrôle des compagnies pétrolières américaines, britanniques et autres au sein de l'OPEP et vous pouvez fixer les prix que vous voulez. Mais il y a deux conditions à remplir. Premièrement, vous devez fixer le prix de tout votre pétrole en dollars. Et deuxièmement, vous devez placer tous vos revenus d'exportation dans des titres américains, principalement des bons du Trésor, des obligations d'entreprise et des dépôts bancaires. C'est cela qui a créé le marché du pétrodollar en 1974 et 1975. La règle du pétrodollar veut que les recettes des exportations de pétrole soient prêtées ou investies aux États-Unis et que les États-Unis deviennent ainsi les bénéficiaires du commerce pétrolier de l'OPEP. Et c'est exactement ce qu'ils veulent faire au Venezuela. Trump a déclaré que tous les paiements pour le pétrole vénézuélien effectués par les États-Unis qui contrôlent le pétrole du Venezuela seront bien sûr libellés en dollars et qu'ils seront tous conservés sur un compte américain. De sorte que si le Venezuela fait quelque chose que les États-Unis n'approuvent pas, ils pourront saisir ces dollars. Tout comme ils ont dit à la Banque d'Angleterre, vous pouvez saisir l'or du Venezuela et le confisquer. Cela signifie que les revenus pétroliers du Venezuela, détenus en son nom dans des banques américaines, vont servir à maintenir le pays en otage. Voilà donc 3 points jusqu'à présent. Le 4e point est comment maintenir réellement ce pétrole comme clé de l'énergie. La politique des États-Unis sous Trump consiste à s'opposer à toutes les sources d'énergie alternatives au pétrole. Cela signifie que nous nous opposons à l'énergie verte. Tout cela sera découragé. Nous n'allons pas rejoindre le Club de Paris pour la protection de l'environnement.
nous allons nier le réchauffement climatique. Et non seulement nous allons empêcher d'autres pays d'avoir une alternative au pétrole, mais nous allons aussi empêcher les États-Unis eux-mêmes d'en avoir une. La première chose, le premier jour où Trump a signé tous ses décrets présidentiels, il a déclaré que nous allions annuler toutes les subventions que nous avions accordées aux parcs éoliens aux États-Unis. Certains sont déjà en construction. Nous allons annuler les parcs éoliens parce que le vent concurrence le pétrole. Et nous voulons une économie fondée sur le pétrole ici, tout comme nous la voulons dans le reste du monde. Nous nous opposons aux panneaux solaires parce que, quelle honte, la Chine est le principal producteur de panneaux solaires dans le monde. Si vous laissez d'autres pays tenter de décarboner leur consommation d'énergie, ils le feront en achetant des panneaux solaires chinois. Non seulement cela améliorera la balance des paiements et le commerce de la Chine, plutôt que ceux des États-Unis, mais cela réduira aussi le rôle du pétrole dans l'économie mondiale. Et si vous réduisez le rôle du pétrole dans l'économie mondiale, vous retirez à la politique étrangère américaine l'un de ses principaux leviers de contrôle sur les autres pays. Car lorsque Trump dit cela, Trump est en réalité le président le plus en insécurité que nous ayons jamais eu. Il dit « Nous devons le faire parce que je suis très peu sûr de moi ». Si le Venezuela peut vendre du pétrole à d'autres pays, cela signifie que nous avons perdu le contrôle de notre capacité à forcer d'autres nations à suivre les règles d'ordre des États-Unis. Et il y a un pays, dit-il, qui représente une menace encore plus grande pour la sécurité de l'Amérique que le Venezuela. Et c'est le Groenland. Il a déclaré il y a quelques jours que le Groenland constituait une menace majeure, que pour nous défendre, nous devions envahir et prendre le contrôle du Groenland. Peut-être en faire le 51e État, parce qu'il y a tous ces navires chinois et russes autour du Groenland. Et cela le rend très inquiet. Eh bien, d'un côté, l'Amérique dit à l'Europe, vous devez céder et vous soumettre immédiatement à toutes les conditions que nous avons fixées, les tarifs que nous avons imposés, parce que nous sommes votre grand défenseur. Nous sommes le grand défenseur qui vous protège contre la capacité de la Russie à envahir et à reconstruire l'Union soviétique en traversant la Pologne et l'Allemagne pour entrer en Europe. Mais nous avons peur du Groenland. Nous avons peur du Venezuela. En réalité, nous nous sentons menacés par tout le monde. Et c'est vraiment pour cela que nous avons cette nouvelle guerre froide. On pourrait donc dire que la cinquième caractéristique de l'ordre américain fondé sur des règles est qu'aucune loi, ni même le droit international, ne s'applique pour limiter les règles et les politiques des États-Unis. Et en substance, c'est pourquoi il n'y a pas seulement eu Trump, mais aussi son conseiller à la sécurité nationale, Stephen Miller, qui ont déclaré « Eh bien, la loi de l'Amérique, c'est que la force fait le droit ». Ce n'est pas très agréable à dire, mais maintenant nous pouvons le dire ouvertement. Et sans aucune hypocrisie, dire que, eh bien, les Nations Unies ont effectivement ces règles dans leur Assemblée générale. Elles sont censées avoir l'autorité de nous empêcher de faire des choses qu'elles n'approuvent pas. Eh bien, l'Assemblée générale nous a critiqués lorsque nous avons capturé Manuel Noriega au Panama, et elle va nous critiquer à nouveau maintenant. Mais l'ONU n'a pas d'armée. Nous seuls en avons une. Et le fait est que, même si l'Assemblée générale vote pour nous critiquer et déclare « Ce que vous faites est contraire au droit international, Monsieur Trump », Trump peut répondre « Eh bien, qu'allez-vous faire à ce sujet ?» D'abord, nous opposerons notre veto au Conseil de sécurité à toute mesure que vous pourriez envisager, même si vous aviez une armée.
Le fait est qu'il n'y a rien que vous puissiez y faire. Je pourrais vous citer Stephen Miller et Trump, mais leurs propos figurent déjà dans le Wall Street Journal, le Financial Times et d'autres journaux, affirmant que le principe même sur lequel le droit international est censé reposer est la souveraineté nationale. Chaque nation contrôle ses propres politiques, sans être subordonnée aux déclarations de l'Amérique du type « Voici avec qui vous pouvez ou ne pouvez pas commercer, que ce soit pour le pétrole ou d'autres produits. Voici la monnaie avec laquelle vous devez commercer, le dollar américain, et non les devises des BRICS, comme celles de la Chine, de la Russie ou d'autres. » Tout cela constitue un renversement complet de tout ce qui était présenté comme des valeurs démocratiques occidentales. Tout cela est terminé. C'est pourquoi ce qui se passe au Venezuela illustre parfaitement la violation par l'Amérique de tous les principes censés représenter le droit international, la démocratie et en réalité le progrès de la civilisation. Et c'est pourquoi ce que fait Trump est une attaque contre les principes même censés être ceux de la civilisation en général. Ce ne sont plus ceux de la civilisation occidentale. C'est ce qui est si ironique. Les défenseurs du droit international face à cela sont la Chine, la Russie et les pays que l'Amérique dénonce comme des adversaires. Richard, allez-y. J'aimerais élargir la discussion au-delà de ce que Michael a fait, car le monde entier essaie de comprendre ce que cherche à faire le gouvernement de M. Trump. Je vais commencer par un parallèle historique. L'unicité du capitalisme réside dans de nombreux aspects, mais l'un d'eux est que les deux guerres mondiales, les pires de l'histoire humaine, peuvent être considérées comme des produits du capitalisme. Le capitalisme est un système dans lequel chaque entreprise ne survit que si elle croît. Il n'existe aucune logique ni justification pour la communauté dans son ensemble à ce que chaque producteur soit poussé à s'étendre, puisque c'est la condition de sa survie. C'est un arrangement irrationnel. Un arrangement rationnel consisterait à décider qui doit croître, qui doit se réduire, pourquoi nous le ferions, et à ajuster les schémas de développement en fonction des besoins que les gens comprennent et expriment. Mais nous n'avons pas un système rationnel. Nous en avons un irrationnel, dans lequel chaque capitaliste qui prend des décisions concernant la réinjection de capitaux dans sa propre entreprise est poussé à croître. On est récompensé si l'on le fait et puni si l'on ne le fait pas, par le marché boursier, par les banques dont on dépend et par les travailleurs que l'on espère attirer dans son usine, quelle qu'elle soit. Cette folie expansionniste signifie qu'il n'est qu'une question de temps avant que l'expansion du pays A et de ses capitalistes n'entre en conflit avec celle du pays B et de ses capitalistes. Et cette expansion, ainsi que ces frictions, finissent par exploser, comme ce fut le cas lors de la Première Guerre mondiale, puis de la Seconde. Je pense que les États-Unis sont aujourd'hui engagés dans une course vers la mort, se dirigeant vers une Troisième Guerre mondiale. Et pour la même raison fondamentale, leurs industries doivent croître. Mais le problème, c'est que les industries chinoises font de même. C'est pareil pour les industries du reste du monde. Et cela ne peut pas fonctionner, car elles manquent d'intelligence, elles manquent de recul pour s'asseoir et trouver une manière rationnelle de procéder. Donc, de façon irrationnelle, chacune agit dans la folie de sa propre situation nationale isolée. Bien sûr, Michael a raison. Il ne s'agit pas d'un système de sphère d'influence. Yves von Brethen, car les États-Unis n'ont jamais renoncé à leur rêve, mus par le capitalisme, de contrôler le monde entier. La soi-disant sphère d'influence signifie que nous pouvons arracher le pétrole du Venezuela en enlevant son dirigeant. Puis, littéralement au même moment, nous pouvons interférer avec un navire faisant affaire avec le Venezuela, même si ce navire se trouve en mer du Nord, au large de l'Europe.
Où est donc la sphère d'influence? Quelle est la limite? Aujourd'hui ou hier, M. Trump a annoncé que nous allions, je le cite, faire ce que propose Lindsey Graham. Rien que ce fait devrait suffire à vous indiquer qu'une folie se prépare. Et la voilà. Le gouvernement des États-Unis, avec l'accord de M. Trump, va, je cite, punir les dirigeants de l'Inde, du Brésil et de la Chine parce qu'ils commercent avec la Russie. Alors, où s'arrête la sphère d'influence? Ce n'est une sphère que si elle diffère des autres sphères. Sinon, vous imposez votre irrationalité au langage, ce qui, bien sûr, ne surprendrait personne connaissant le fonctionnement de la folie. Mais nous n'en avons pas fini. Nous sommes loin d'avoir terminé. Le pétrole est une marchandise complexe et l'énergie, ce à quoi sert le pétrole, l'est encore plus. Il existe des moyens alternatifs utilisant d'autres ressources que le pétrole pour produire de l'énergie. Le monde entier les expérimente. Michael a raison. Les États-Unis ont décidé de ne pas participer à ce que le reste du monde considère comme un moment de rationalité. Ne pas détruire la planète. Ce n'est pas nécessaire. On peut utiliser le vent, l'océan, le soleil et d'autres forces naturelles. Le monde entier s'y consacre. Les États-Unis ont décidé de ne pas le faire. Les États-Unis freinent. Gardez cela à l'esprit lorsque je vous rappellerai une citation très célèbre de Karl Marx.